Vous savez que ce matin, nous commençons nos travaux à 9 h par l'audition de Madame Marie-Laure Denis, dont la nomination en tant que présidente de la Commission nationale de l'information et des libertés est proposée par le Président de la République. Et il s'agit là pour vous d'un second mandat, puisque c'est une reconduction davantage qu'une nomination à proprement parler. Ce pouvoir est conféré au Président de la République en application de l'article 13 de la Constitution, soumis à l'avis préalable des commissions parlementaires. Et la nomination ne peut avoir lieu que si l'addition des votes négatifs ne dépasse pas les 3/5 des suffrages exprimés par la Commission. Vous serez entendu ensuite par le Sénat, la Commission des lois du Sénat, à 11 h 30. Et pour préserver la simultanéité des travaux des deux commissions parlementaires, le dépouillement n'aura lieu qu'après votre audition sénatoriale, avec l'annonce par la suite des résultats dans nos deux chambres. Comme on dispose de l'article 29-1 du règlement de l'Assemblée, la Commission a désigné un rapporteur d'un groupe minoritaire. Il s'agit de notre collègue Philippe Pradal pour le groupe Horizon, que j'accueille à la tribune. Le rapporteur vous a adressé un questionnaire pour lequel vous avez apporté des réponses écrites diffusées à chacun de nos collègues ici présents ou absents par ailleurs, qui l'ont tous reçu. Monsieur le rapporteur, c'est vous qui avez la parole pour introduire. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame la Présidente, le Président de la République a proposé de vous reconduire dans vos fonctions de présidente de la Commission nationale informatique et liberté. En conséquence, comme le rappelait le Président, notre commission vous reçoit afin de vous auditionner et d'émettre un avis sur cette proposition de nomination avant que le Sénat ne fasse la même procédure. J'aimerais revenir rapidement sur votre parcours afin de dire quelques mots de l'institution dont vous assurez déjà la présidence. Vous avez débuté votre carrière au sein du Conseil d'État en 1992. Vous avez ensuite exercé plusieurs fonctions en cabinet ministériel avant de rejoindre le Conseil supérieur de l'audiovisuel en 2004, où vous avez présidé plusieurs groupes de travail, dont celui sur la protection de l'enfance. Enfin, avant de rejoindre la CNIL en février 2019, vous avez été successivement membre du Collège de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, puis membre du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie. Cette riche expérience, vous l'avez mise au service d'une institution de régulation, la CNIL, dont le rôle s'est considérablement renforcé, notamment depuis l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données. En témoigne d'ailleurs l'augmentation des effectifs que vous évoquez dans votre réponse écrite, de 200 ETP en 2019, passé à 288 au 1er janvier 2024. La CNIL exerce également, et vous l'avez bien présenté dans les réponses fournies que vous nous avez transmises, également une action de contrôle et de sanction qui participe à responsabiliser les entreprises privées, notamment les géants du numérique, à leur rôle fondamental en matière de protection des données personnelles. L'institution que vous présidez est également en première ligne pour garantir que l'application des nouvelles technologies par les pouvoirs publics et les entreprises protège les données personnelles des individus et n'empiète pas sur leurs libertés individuelles. À l'échelle de la Commission des lois, nous avons ainsi beaucoup évoqué l'année dernière l'essor des solutions d'intelligence artificielle pouvant être utilisées en matière de vidéoprotection, notamment pour autoriser l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique pendant les Jeux olympiques. L'équilibre du dispositif repose notamment sur le suivi attentif conduit par votre instance lors de la mise en œuvre de cette expérimentation. La CNIL est ainsi régulièrement sollicitée pour donner un avis sur les textes examinés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je salue également nos collègues Garrido et Latombe, membres du collège de la CNIL. Nul doute que leur participation aux travaux menés par la CNIL contribue à enrichir les nôtres. Avant de vous laisser la parole, je profite de mon temps de parole pour vous remercier d'ores et déjà pour les réponses écrites que vous nous avez faites parvenir dès lundi, ainsi que pour celles que vous nous apporterez dans le cadre de cette audition. Madame la Présidente, je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. Toujours à la fois bref, concis et précis. Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Je suis très honorée d'échanger avec vous dans le cadre de cette audition pour partager le bilan de 5 années d'action à la CNIL et présenter la façon dont j'aborderai ce second mandat si l'occasion m'était donnée d'y poursuivre mon engagement. À titre liminaire, je voudrais remercier les membres du collège de la CNIL et ses agents qui, au quotidien, font preuve d'une grande implication pour fournir un service public de qualité. Le bilan que je vais présenter est aussi naturellement le leur. Je souhaite avant tout rappeler que la CNIL est une autorité administrative indépendante dont le champ d'intervention couvre tous les secteurs d'activité. Et c'est probablement l'une des raisons qui explique qu'elle ait été auditionnée par le Parlement plus de 120 fois depuis 2019, dont 62 fois par l'Assemblée nationale.
Je pense aussi utile de rappeler que mon mandat a eu la particularité de coïncider avec 3 événements majeurs, inédits, depuis la création de l'institution. Le premier concerne l'entrée en vigueur effective du règlement général sur la protection des données, le RGPD, quelques mois avant ma nomination, dans un contexte de numérisation accélérée de la société. En pratique, cela s'est traduit par 2 changements importants. Une nouvelle donne juridique pour les entreprises nécessitant une action de pédagogie du régulateur et une augmentation massive des plaintes adressées à la CNIL, puisque leur nombre a doublé depuis 2018 pour atteindre un pic de plus de 16 000 en 2023. Le deuxième événement, c'est bien sûr la crise sanitaire liée à la Covid-19. Elle a posé des questions vraiment nouvelles en matière d'utilisation des données personnelles et nécessité une mobilisation sans précédent de la CNIL pour conseiller les pouvoirs publics, accompagner la recherche médicale et contrôler le respect des droits des personnes. J'avais eu l'occasion, Monsieur le Président, de vous présenter ce bilan fin 2022. Et sur ce seul sujet, la CNIL a rendu dans des délais records 31 avis sur des projets de texte, répondu à 12 auditions parlementaires, transmis puis publié 5 rapports d'évaluation au Parlement, délivré 169 autorisations de recherche en santé, dont près des 2/3 en moins d'une semaine, puis procédé à 53 contrôles. Enfin, dans un registre très différent, le troisième fait notable de ces 5 dernières années concerne l'accroissement de l'exposition aux risques cyber, principalement des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers. Les attaques cyber peuvent souvent être évitées ou atténuées en appliquant des mesures de sécurité simples. C'est pourquoi la CNIL accentue ses efforts d'accompagnement et de contrôle. Chaque année, parmi d'autres actions, elle met ainsi à jour un guide de la sécurité qui est largement accessible aux professionnels et parallèlement, le niveau de sécurisation des données personnelles est évalué lors de chaque contrôle. Ces éléments de contexte étant rappelés, je souhaite expliquer comment ces 5 dernières années, la CNIL a poursuivi 3 principaux objectifs. Le premier concerne la protection effective des données personnelles des Français. Pour faire face au nombre grandissant de saisines, la CNIL a profondément modifié son fonctionnement. Ceci a porté des fruits puisque en 2022 et en 2023, nous avons pour la première fois depuis plus de 10 ans traité plus de plaintes que nous n'en avons reçues. La plupart d'entre elles se résolvent par des actions de conciliation qui aboutissent à une mise en conformité et seule une minorité justifie des mesures répressives. Les chiffres illustrent cette dynamique. Chaque année, donc comme j'ai rappelé, environ 16 000 plaintes sont analysées, 300 contrôles sont déclenchés et nous avons triplé en 5 ans le nombre de mises en demeure et de sanctions pour totaliser en 2023 168 mises en demeure et 42 sanctions. Donc dans la logique du RGPD, le montant des amendes prononcées s'est élevé à plus d'1 demi-milliard d'euros depuis 2019, 594 millions très exactement. Avant cette date, la plus grosse sanction de la CNIL se comptait en centaines de milliers d'euros. Enfin, la possibilité de prononcer des injonctions garantit la mise en conformité. Le second objectif de la CNIL a été d'accompagner les administrations et les entreprises pour leur apporter de la sécurité juridique. La protection de la vie privée ne doit pas être vécue comme un frein à l'innovation numérique, ni avoir pour effet de la ralentir sans raisons objectives. Pour cela, la CNIL a renforcé ses offres d'accompagnement et a produit de nombreux instruments qui relèvent de ce qu'on appelle le droit souple. Cela, c'est pas la commission des lois que je vais l'apprendre d'ailleurs. Cela s'est traduit depuis 2019 par l'adoption par notre collège de près de 500 avis sur des projets de textes législatifs et réglementaires, le plus souvent rendus publics. L'adoption ou la mise à jour d'une 50aine d'outils de droit souple, des recommandations, des référentiels, des guides, le lancement d'un cours en ligne suivi par plus de 170 000 personnes et comportant d'ailleurs un module très prisé consacré aux collectivités territoriales. Nous recevons chaque année 1500 demandes de conseils d'entreprises et de fédérations professionnelles et nous avons un objectif de réponse sous 6 mois. Cette forme d'accompagnement est utile, mais cela n'est pas suffisant et c'est pourquoi j'ai créé 2 programmes supplémentaires pour accompagner en continu pendant 6 mois certains projets innovants d'entreprise ou d'administration. L'un est un bac à sable, c'est-à-dire une sélection de projets correspondant à un thème annuel pour lesquels nous allons aider un organisme pas à pas à construire sa conformité au RGPD. Chaque année, une dizaine d'organismes en bénéficient et l'édition en cours est consacrée aux usages de l'IA dans les services publics, de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, un autre programme non thématique a récemment été lancé. Il s'agit de permettre
aux entreprises, enfin à des entreprises qui ont le potentiel pour devenir des acteurs majeurs de l'innovation numérique et qui candidatent auprès de nous, d'être conseillés par les équipes de la CNIL pendant 6 mois sur leur bonne prise en compte des enjeux de vie privée dans leur système d'information. C'est vraiment de la régulation en amont, en quelque sorte. Parallèlement, j'ai voulu initier une nouvelle méthode de régulation qui puisse produire des effets à grande échelle sur des sujets qui concernent le quotidien numérique des Français. Nous l'avons appliqué notamment à notre action sur les traceurs publicitaires, ce qu'on appelle communément les cookies, et pour obtenir la modification des interfaces de la majorité des grands sites pour qu'il soit aussi aisé dès le premier écran de refuser les traceurs que de les accepter, nous avons procédé en 3 temps. D'abord, en initiant une phase de dialogue avec les organismes et les publics concernés pour clarifier les règles. C'est l'un des rôles essentiels du régulateur. Puis, s'en est suivi une phase d'accompagnement avant de lancer des campagnes de vérification et de prononcer des mesures correctrices lorsque c'était nécessaire. Nous travaillons actuellement, en appliquant cette méthode qui a porté ses fruits, à mieux protéger les nombreuses données sensibles exploitées par les applications de nos téléphones portables. J'y reviendrai. Enfin, le troisième grand objectif de la CNIL a été de chercher, fort naturellement, à mieux appréhender les écosystèmes qu'elle régule pour apporter des réponses adaptées aux nouveaux enjeux numériques. Dans ce but, j'ai pris l'initiative de créer 3 nouveaux services. Un service de l'intelligence artificielle, sujet sur lequel je sais que votre commission travaille activement. Il s'agit pour la CNIL de renforcer son expertise sur ces systèmes, d'évaluer les risques pour la vie privée et de préparer l'entrée en application du futur règlement européen sur l'intelligence artificielle. Par ailleurs, notre laboratoire d'innovation numérique analyse les tendances émergentes et mène des expérimentations. Enfin, une mission économique est désormais chargée d'étudier les modèles d'affaires liés à l'utilisation des données personnelles et de mesurer l'impact économique des choix de régulation. Ainsi, durant ces 5 dernières années, la CNIL s'est continuellement transformée pour répondre aux attentes de ses publics. Je crois pouvoir dire qu'elle représente une boussole exigeante mais pragmatique pour protéger la vie privée de nos concitoyens. Mais je suis aussi consciente que dans un environnement mouvant, traversé par l'émergence de nouvelles technologies, et notamment la révolution de l'intelligence artificielle, la seule consolidation des actions entreprises ne saurait suffire à répondre aux enjeux. Aussi, je dédierai le second temps de mon intervention à tracer les grandes lignes de mon ambition pour un éventuel second mandat, si vous en décidez ainsi. Je n'aurai pas le temps d'évoquer, bien sûr, tous les sujets. Je serai bref sur les Jeux Olympiques, que monsieur le rapporteur a évoqué dans ses propos liminaires, en rappelant que la CNIL continuera d'accompagner les pouvoirs publics dans leur souci légitime d'assurer la sécurité de cet événement hors norme. Mais c'est aussi le rôle de la CNIL, dans le cadre de ce dialogue déjà constructif, de veiller à ce que la protection de la vie privée soit bien prise en compte, comme par exemple dans la mise en œuvre de la vidéosurveillance algorithmique et la collecte des données personnelles pour l'accès à des périmètres sécurisés. Au-delà de la situation exceptionnelle créée par les Jeux Olympiques, je retiendrai 3 enjeux essentiels pour la CNIL. Des enjeux qui s'inscriront dans un cadre juridique modifié par les nombreux textes qui constituent ce qu'on appelle le paquet numérique européen. Mon premier défi serait de concilier développement de l'intelligence artificielle et protection des données personnelles. J'emploie le mot défi à dessein, parce que le RGPD, c'est la minimisation des données. Et l'IA demande des quantités gigantesques de données. Le RGPD, c'est le tri entre données sensibles et non sensibles. Et l'intelligence artificielle exploite toutes les données. Le RGPD, c'est le droit d'accéder à ces données personnelles, de les faire modifier ou effacer. Comment procéder parmi les 175 milliards de paramètres codés par ChatGPT et encore dans une de ses anciennes versions. Et pourtant, nous devons pouvoir, nous aussi en France et en Europe, développer et maîtriser ces nouvelles technologies. Ma conviction, c'est qu'il y a des réponses à ces questions. Quand les moteurs de recherche sont apparus, le droit à la protection des données personnelles a été adapté pour trouver un équilibre entre le bénéfice que cette innovation apporte aux individus et la protection des droits des personnes qui définit nos sociétés européennes. Nous n'avons pas banni les moteurs de recherche, évidemment, mais l'Europe a inventé le droit à l'oubli pour en compenser les effets indésirables. La CNIL continue de jouer un rôle majeur pour respecter cet équilibre et c'est un défi du même ordre, quoique plus complexe encore, qui se présente à nous avec l'intelligence artificielle. J'estime que c'est le rôle de la CNIL que de veiller
à ne pas freiner l'éventuel développement d'un chat GPT français tout en protégeant ses utilisateurs. Pour cela, il faut indiquer aux acteurs comment ils peuvent développer ce type de modèle en se conformant au RGPD, en exploitant ces marges d'interprétation, car l'IA présente des risques, indubitablement, et il faut donc des garanties, des précautions à prendre en amont et des droits à garantir en aval. J'ai souhaité que la CNIL lance un plan intelligence artificielle en mai dernier. Nous avons déjà commencé à accompagner des entreprises et des administrations et d'ici l'été prochain, nous aurons publié un ensemble de recommandations explicitant comment appliquer l'ensemble des dispositions du RGPD en matière d'intelligence artificielle. Les premières sont déjà parues et ces travaux se poursuivent de façon soutenue en tenant compte naturellement du cadre réglementaire européen. Le deuxième défi que la CNIL doit relever, c'est de réguler davantage les applications sur les téléphones portables. Beaucoup a été fait depuis 20 ans par la CNIL pour assainir les traitements de données des sites Internet, des politiques de confidentialité, des interfaces pour les cookies, des formulaires en ligne ont été contrôlés et améliorés. Mais alors que le téléphone portable est devenu le premier vecteur d'accès au numérique, les applications mobiles sont bien plus sensibles encore. Le site Internet peut utiliser vos données de navigation. Le terminal mobile, lui, peut donner accès à votre géolocalisation en temps réel, à un appareil photographique et à un micro, à vos photos et à vos vidéos, à l'ensemble de vos contacts avec leurs coordonnées. Certaines réponses ont été apportées par les acteurs. La CNIL a déjà effectué des contrôles et statué sur des plaintes, mais je crois qu'il faut en faire plus. En concertation avec les acteurs, nous devons avoir une approche plus globale de la régulation de ce secteur. Un large ensemble de recommandations est en cours d'élaboration et viennent d'être soumises à consultation publique. Il s'agira d'un pas doctrinal majeur pour la régulation des applications mobiles. Je souhaiterais le faire aboutir au cours de l'année 2024 et, en tenant compte d'un temps d'adaptation pour le secteur, assurer ensuite le respect d'un haut standard de protection de la vie privée sur les applications mobiles. Le troisième défi que la CNIL doit, selon moi, se donner est tout à fait essentiel, car il concerne la protection des enfants dans leurs interactions avec le numérique. Ce sujet est sans doute le plus urgent et le plus complexe. La représentation nationale s'en est emparée dans le cadre de 3 propositions de loi et lors des débats sur le projet de loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique. Les effets indésirables du numérique sur les enfants et les adolescents justifient une très grande vigilance. Celle-ci passe par un accompagnement volontariste des mineurs et de leurs parents dans leurs usages numériques et par une protection efficace des données. En pratique, pour renforcer la protection des enfants en ligne, la CNIL doit d'abord continuer à produire des contenus pédagogiques, comme elle l'a fait récemment pour les 8-10 ans, et élargir les publics visés. Elle doit ensuite accompagner les organismes pour qu'ils prennent en compte les spécificités du jeune public, notamment en déployant des mentions d'information adaptées à l'exercice de leurs droits, si besoin en utilisant des icônes ou des vidéos. Je pense au droit à l'effacement de leurs données, qui mérite toute notre attention. Enfin, la CNIL doit renforcer ses contrôles, en particulier sur le respect de l'obligation d'exiger un contrôle parental pour l'inscription des mineurs de moins de 15 ans sur les réseaux sociaux. En conclusion, et en étant consciente de ne pas avoir eu le temps d'évoquer de nombreux sujets importants, je veux souligner que la CNIL veille à ce que le numérique soit bien au service de chaque citoyen, comme le prévoit l'article 1er de la loi informatique et liberté. Cette position se reflète dans la promotion du RGPD comme vecteur de confiance. Le respect de la vie privée qu'il porte conditionne le développement de l'innovation numérique dans un cadre respectueux des libertés et des droits fondamentaux des individus. Ainsi mis en œuvre, le RGPD et les textes issus du nouveau paquet numérique européen pourront constituer de véritables leviers grâce auxquels nous nous efforcerons de garder la main, notamment vis-à-vis des plateformes étrangères, en renforçant notre souveraineté numérique. Je vous remercie de votre attention et je me tiens maintenant à votre entière disposition pour répondre à des questions. Merci Madame la Présidente. Alors avant de vous donner à chacun la parole pour une durée maximale de 2 minutes, puisqu'il s'agit d'une audition, je voudrais vous dire plusieurs choses. D'abord, vous remercier pour le travail qu'on a conduit, notamment dans le cadre de la période Covid, où, y compris jusque dans l'évaluation des textes que nous avions adoptés et qui, malheureusement, ont disparu du Code de la santé publique désormais, nous avions pu établir toute une série de préconisations qui ont à chaque fois été prises en compte par le législateur. Un travail législatif qui, par ailleurs, a été enrichi par vos travaux au moins à 3 reprises pour les textes régaliens,
D'abord sur la question des attaques cyber dans la LOPMI et sur la prévention dont peuvent bénéficier les établissements, en particulier les établissements publics de l'État. Ensuite, sur les logiciels nouveaux de vidéosurveillance, et notamment dans la loi sur les Jeux Olympiques. Et puis enfin, sur l'usage, le cadre de l'usage de toute la vidéosurveillance, particulièrement sur les manifestations d'ampleur. Et je veux par là parler des drones, dont vous pourrez peut-être nous dire aussi le cadre d'application aujourd'hui, comment vous l'appréciez et comment vous le jugez au vu des différents décrets qui ont été adoptés, sanctionnés, puis rétablis dans une forme qui soit plus acceptable après les décisions du Conseil d'État et leur application dans les manifestations depuis le mois d'avril 2023 désormais. Vous posez une question aussi en premier lieu sur les annonces du président de la République hier sur le contrôle des écrans des enfants. Vous demandez si la CNIL a été consultée sur ce sujet, ce que la CNIL préconise quant au temps d'usage, s'il s'agit d'un temps d'usage qui est par ailleurs limité au temps scolaire ou s'il est également prévu dans le cadre familial ou intime. Et dans ces circonstances, si la CNIL a préconisé un type d'outil pour limiter le temps d'écran ou pour accompagner les parents, notamment dans un guide d'utilisation, si tout cela relève du droit du soft law, comme vous l'avez indiqué, ou si cela nécessite des transformations législatives à venir, pour laquelle la CNIL a d'ores et déjà été consultée. Alors je vous remercie pour toutes vos réponses par avance, et je vous remercie aussi pour cette présentation qui était, malgré ce que vous nous avez dit, assez complète en réalité. Madame Laure Miller. Oui, c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Au nom du groupe Renaissance, je vous remercie, Madame la Présidente, pour la clarté de votre exposé et la précision de vos réponses qui illustrent le travail que vous avez accompli à la présidence de la CNIL. Vous aviez notamment l'enjeu immense de mettre en œuvre le RGPD, vous l'avez dit, qui a permis une protection des données avec un véritable accompagnement des entreprises et aussi des collectivités territoriales. Vous aviez, à la tête de la CNIL, la lourde tâche de communiquer et de sensibiliser encore davantage les Français sur l'enjeu de la protection des données. En effet, nos concitoyens avaient encore, il y a pas si longtemps, le sentiment que la protection des données personnelles était accessoire. Aujourd'hui, ils sont majoritairement conscients que cette protection est primordiale, car elle permet purement et simplement l'exercice de nos libertés les plus fondamentales. Les données peuvent être des armes de conquête pour les États comme pour les entreprises. Alors oui, la protection des données personnelles est un enjeu essentiel pour nos libertés publiques et la CNIL occupe une place centrale dans cette affaire. Il faut un ordre public numérique, déclarait le président de la République dans son allocution du 24 juillet dernier. C'est ce que vous appelez, vous, de votre côté, un environnement numérique de confiance. C'est cette ambition qu'ont porté le gouvernement et la majorité avec la loi de sécurisation et de régulation de l'espace numérique. Et la CNIL prendra toute sa part dans son application. Cette loi charge en effet, notamment la CNIL, de contrôler le respect des règles qui encadrent le recours par les fournisseurs de plateformes en ligne à la méthode de la publicité ciblée. La CNIL sera aussi engagée dans le cadre de la mise en œuvre du filtre anti-arnaque. Nous vous savons pleinement mobilisés sur ces problématiques qui affectent le quotidien numérique des Français. Je voulais donc savoir si vous pouviez nous dire un mot sur le bilan que vous pouvez tirer de votre action sur ces sujets et la méthode qui sera la vôtre pour mettre en application les dispositifs consacrés par la récente loi. Pour clore mon propos, je précise que, naturellement, les députés du groupe Renaissance souhaitent vous renouveler leur confiance. Je vous remercie. Alors j'ai oublié de donner la parole à notre rapporteur qui avait quelques questions pour vous. Je m'en excuse auprès de lui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Aucun souci, comme ça, cela me permet de remercier l'appui reçu de l'ensemble des administrateurs de la Commission des lois, en particulier Madame Gégou, dans l'examen et la préparation de cette audience. Moi, j'aurais, Madame la Présidente, vous remercier à nouveau de la clarté de votre propos et de la qualité des réponses écrites que vous nous avez apportées. Deux questions à vous poser. A été évoqué à plusieurs reprises dans vos interventions et dans les réponses écrites le rôle d'accompagnement que la CNIL peut exercer tant auprès des entreprises que des collectivités. Je souhaitais savoir comment vous envisageriez de mieux faire connaître et comment développer ce rôle d'accompagnement qui permet justement, je dirais, à mon sens, une amélioration des pratiques et d'aller vers ce que vous décrivez, une souveraineté numérique qui soit respectueuse de la protection des citoyens, mais qui ne soit pas une entrave au développement des nouvelles technologies et à la puissance de notre modèle sur ce sujet. L'autre point, c'est que vous avez évoqué un double mouvement aussi concernant les saisines de la CNIL, à savoir que vous êtes beaucoup saisi, mais pas forcément de ce dont vous devriez être saisi. Donc je voulais peut-être vous amener à préciser votre propos écrit sur ce point. Quelle est, à votre sens, l'extension éventuelle des champs sur lesquels la CNIL devrait être obligatoirement saisie et quels sont les points sur lesquels les saisines de la CNIL vous paraissent aujourd'hui superfétatoires, voire inutiles? Merci beaucoup. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Gillet.
Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je voulais vous parler d'un sujet concret sur les fameuses caméras LAPI, ces fameuses caméras à lecture de plaques. La CNIL a épinglé, j'aime pas trop ce terme, mais c'est pourtant le cas, a épinglé un certain nombre de communes qui utilisaient leurs caméras LAPI pour verbaliser sur les forfaits post-stationnement. C'est interdit par la législation et je ne le remets pas en cause. En revanche, la CNIL a aussi épinglé des communes qui utilisaient les caméras LAPI pour ce dont elles sont prévues, c'est-à-dire pour pouvoir enregistrer les plaques des voitures et pouvoir servir, sur réquisition des autorités compétentes, à des enquêtes. Ça pose un problème. Et il y a là, finalement, une question aussi d'interprétation de la loi. Alors, je sais que la CNIL, évidemment, n'est pas en mesure de son propre chef de faire évoluer la loi. En revanche, il y a une question d'interprétation. La loi dit notamment que ces traitements ne sont licites que si et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution d'une mission effectuée pour l'une des finalités énoncées au premier alinéa, etc., par une autorité compétente. Les services de police et de gendarmerie nationale peuvent mettre en place des dispositifs fixes ou mobiles pour enregistrer ces données en prenant notamment des photographies des véhicules. Le problème, c'est que dans les faits, ce sont les communes qui installent de la vidéosurveillance et ce sont les communes qui installent les caméras LAPI. Et on se retrouve là avec un certain nombre de communes en France qui se voient mis en demeure par la CNIL de débrancher ces fameuses caméras LAPI. La CNIL dit notamment qu'aucun document ne prévoit cette collaboration entre les services de l'État et les communes. Or, il y a quand même des conventions de coordination entre les polices municipales et la police nationale et les préfectures qui prévoient notamment la mise en place des systèmes de vidéosurveillance. Aussi, ma question est la suivante, et j'en termine, excusez-moi Monsieur le Président pour ce léger débord. Mais la CNIL a-t-elle fait concrètement des recommandations sur l'évolution de la législation et en quoi la CNIL accompagne-t-elle les collectivités? Monsieur Jean-François Coulam. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente. Les personnes concernées par des traitements de données personnelles disposent de droits leur permettant de garder la maîtrise des informations les concernant. Le responsable des fichiers de données doit expliquer aux personnes concernées la procédure, où, comment et à qui s'adresser, permettant de les exercer concrètement. Le responsable du fichier dispose d'un délai d'1 mois pour répondre aux demandes. Dans ce cadre, et en vertu de l'article 12-3 du RGPD, il est exigé que les banques facilitent aux emprunteurs l'exercice des droits prévus par les articles 15 à 22 du RGPD, et notamment le droit d'accès à leurs données personnelles, ainsi que le droit de rectification. Le RGPD est protecteur pour l'emprunteur, puisqu'il exige que les conditions économiques du prêt soient aisément contrôlables par l'exercice du droit d'accès. Lors d'un litige concernant le recouvrement d'une dette issue d'un prêt bancaire, la banque doit apporter la preuve de l'existence du prêt accordé et dire à combien elle estime le solde de la dette restant due, sans toutefois être obligée de prouver l'exactitude de ce dernier. Inversement, c'est à l'emprunteur d'apporter la preuve des paiements effectués et la preuve du solde du prêt. Pourtant, dans certaines situations qui nous ont été remontées, les emprunteurs ne sont pas informés de leurs droits, notamment de leur droit d'accès à leurs données personnelles, les empêchant de prouver l'état de leur solde. Les banques peuvent ainsi avancer un montant avec lequel les emprunteurs ne sont pas d'accord, sans pour autant pouvoir prouver le chiffre exact. Ceci entraîne des litiges longs et coûteux pour les emprunteurs, qui débouchent sur des situations inextricables où particuliers et entreprises sont détenus captifs par des organismes prêteurs qui peuvent opérer sur leurs débiteurs un chantage au signalement à la Banque de France. Madame la Présidente Denis, partageant avec votre prédécesseur Isabelle Falque-Pierrotin une union conjugale avec un haut fonctionnaire de banque, que comptez-vous faire pour que ces banques informent systématiquement les emprunteurs de ce droit dans le respect du RGPD afin d'éviter les contentieux sans possibilité de preuve contraire pour les emprunteurs, qu'ils soient particuliers ou entreprises? Je vous remercie. Merci. Alors, monsieur Madame n'est pas présent. Madame Untermeyer. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, pour cet exposé. Moi, j'ai trois petites questions. La première, c'est deux questions et une observation générale. La première question, c'est sur les dopages sportifs.
Vous connaissez les tests génétiques qui vont prévaloir pour déterminer cette question des dopages. C'est vrai que ce sont des données extrêmement intrusives qui doivent être absolument protégées, et j'aurais voulu connaître le cadre d'application permettant de satisfaire à cette exigence de protection. Ma deuxième question, c'est sur les faux avis sur Google. Sans doute n'est-ce pas le cœur de votre métier, mais je voulais vous alerter quand même sur cette situation, parce que le temps de réparation de ces faux avis n'est pas en relation avec le dynamisme de l'entreprise qui, le cas échéant, fait bien son travail et qui se trouve pénalisé par des faux avis. J'ai investigué auprès de Google, et c'est vrai que j'aimerais avoir votre avis sur ce sujet. Et puis, ma troisième question, qui est plus une question d'ordre général, c'est que, bien sûr, merci pour votre travail sur le RGPD. Merci aussi de travailler à cette protection des données, mais moi j'ai un peu quand même le sentiment que les citoyens ont abandonné ce sujet, ont abandonné cette question et ont le sentiment d'une impuissance très forte face à cette obligation de protection des données, et abandonnent peu à peu en fait ce combat, alors qu'il est tout à fait essentiel. Et je me posais la question de savoir si la CNIL n'avait pas un rôle d'information et de communication très fort à ce sujet à faire à l'avenir. Je vous remercie. Merci. Monsieur Jérémy Jordanov. Non, vous n'étiez pas inscrit. Vous avez présumé groupe. Monsieur David Riemann. Merci, Monsieur le Président. Madame Denis, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Après plusieurs années à la tête de la CNIL, vous êtes la mieux placée pour savoir que la révolution numérique engendre des changements techniques considérables. On a donc vu émerger une intelligence artificielle qui se substitue de plus en plus à l'homme. Mais contrairement à l'homme, qui s'adapte à son environnement, la machine, elle, se soumet aux algorithmes statistiques. Or, en 2020, le Défenseur des droits, sur la base d'un travail mené avec vos équipes, publie un rapport visant à mettre en lumière les risques considérables de discrimination que peuvent faire peser sur chacune d'entre nous l'usage exponentiel des algorithmes. 3 ans plus tard, nous sommes encore un peu plus enfoncés dans une société des algorithmes et de la surveillance. Il faut en plus ajouter à cela une actualité qui s'est focalisée ces derniers mois autour d'un projet de loi qui institutionnalise la suspicion à l'égard des personnes immigrées, qui sont, chacun le sait, majoritairement des personnes racisées. Vous êtes loin d'ignorer cela, car la CNIL participe à la lutte contre le racisme en insistant notamment sur la nécessité de vérifier si les algorithmes mis en place remplissent bien leurs fonctions sans créer de biais, et particulièrement dans les domaines d'accès à l'emploi, à un logement ou à l'éducation. L'exemple de Parcoursup est particulièrement frappant. Malheureusement, nous serons tous d'accord pour dire que les biais algorithmiques peuvent toujours, que cela soit volontaire ou non, générer des discriminations. Et on peut légitimement craindre que l'essor de l'intelligence artificielle contribue à alimenter ces biais, voire à renforcer certainement des discriminations raciales. L'essor de l'IA présentera donc un vrai défi, avant tout éthique, dans les prochaines années. J'aurais donc aimé vous entendre sur la manière dont la CNIL a su s'approprier cet enjeu au cours de votre premier mandat, et de quelle manière vous envisagez de vous en emparer pour parer les éventuelles dérives vers les formes de racisme que l'IA ou la reconnaissance faciale pourrait générer en la matière. Par ailleurs, nous avons été amenés ici même à nous prononcer sur une proposition de loi prévoyant l'expérimentation d'un service placé sous l'autorité du Premier ministre qui aura en charge la réalisation de tests de discrimination individuelle ou statistique. Si ce texte venait à entrer en vigueur après son passage au Sénat, comment envisagez-vous l'articulation de ce service avec les prérogatives de la CNIL? Je vous remercie. Merci. Monsieur Paul Molac. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, donc l'institution que vous présidez depuis 2019 joue un rôle essentiel dans notre vie démocratique, à l'ère du numérique, en particulier aux menaces et aux risques toujours plus élevés. Je crois que l'essentiel a été dit dans votre avant-propos et les réponses apportées au questionnaire de notre rapporteur. Et nous vous sommes grés du travail que vous avez pu faire pendant votre présidence à la tête de cette institution. Et je vais donc me limiter à une question concernant vos rapports avec l'État et avec les administrations. On l'oublie parfois, car les actions de la CNIL font les gros titres, généralement liés aux GAFAM, Facebook, Microsoft, etc. La CNIL peut également mener des actions contre certains aspects, par exemple, de l'État. En matière de protection des données et de respect des règlements, chacun est en droit d'attendre de l'État un comportement exemplaire. L'actualité nous rappelle qu'il
la réalité est parfois différente. L'administration centrale commet elle aussi des manquements. Le rôle de la CNIL prend alors tout son sens, mais je constate que le pouvoir de sanction reste limité lorsque le justiciable se trouve être l'État. Pour appuyer mon propos, je vais prendre un exemple dont on a beaucoup parlé. En novembre 2023, la CNIL a été saisie d'une affaire concernant l'utilisation par deux ministères, Bercy et le ministère de la fonction publique, d'une base de données comportant les mails de plus de 2,3 millions d'agents publics pour adresser un message, une vidéo de 6 minutes vantant les mérites de la réforme des retraites, en plein débat à l'Assemblée nationale. Dans sa décision, la formation restreinte du CNIL a souligné la gravité du manquement, à savoir le détournement d'une base de données pour envoyer un message politique étranger à sa fonction. La CNIL a relevé un nombre important de personnes concernées. Elle a souligné les hautes fonctions des responsables publics concernés. Je rappelle que le ministère de l'économie est aussi chargé du numérique. Pour quel résultat? Un simple rappel à l'ordre. Alors, on peut effectivement... Je vais faire court alors. Quel regard portez-vous sur la décision prise dans ce dossier? Était-ce suffisant? Et pensez-vous que la palette de sanctions à la disposition de la CNIL contre les administrations gagnerait à être renforcée? Merci. Madame Emmanuelle Ménard. Merci. Je vous rends la parole parce que M. Molac, vous l'avez subtilisé. C'est bon, allez-y, allez-y. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, les conditions dans lesquelles les services de la police, les gendarmeries nationales, les douanes et les militaires peuvent procéder aux moyens de drones à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images sont déterminées dans le Code de sécurité intérieure. Et la CNIL s'est prononcée à 2 reprises, en janvier et en juillet 2021, sur ces nouvelles dispositions légales. Et elle a rappelé un encadrement strict de l'usage des drones compte tenu des risques d'atteinte aux libertés publiques et à la vie privée des individus. Alors, en pratique, les forces de l'ordre peuvent être autorisées à utiliser des caméras aéroportées, donc les fameux drones, notamment pour la prévention d'actes de terrorisme, le secours aux personnes, la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique et l'appui des personnels au sol en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public. J'ai une question parce que, en fait, on ne mentionne pas explicitement la sécurité des personnels, justement, qui assurent ces missions de service public et ces missions de sécurité et de garantie de rétablissement de l'ordre public. Je pense notamment aux pompiers et aux policiers municipaux qui ne peuvent pas utiliser les drones pour pouvoir justement prévenir, en tout cas vérifier en amont de leur opération qu'il ne s'agit pas d'un guet-apens qui leur est tendu, par exemple. Et donc, je voulais savoir si vous envisagiez une évolution de votre doctrine au sujet, justement, de cette utilisation des drones. Je vous remercie. Merci. Monsieur Rémy Ribérotte. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente, simplement dire qu'effectivement, j'ai pu constater, en étant responsable du texte sur le RGPD et ensuite en voyant la manière dont les choses s'étaient mises en place, combien vous savez à la CNIL démultiplier les moyens, les missions dans des conditions tout à fait remarquables. Moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne restez pas les 2 pieds dans le même sabot, comme on dit chez moi. Voilà, les choses avancent et les choses se projettent. Simplement, par rapport aux nouveaux enjeux que vous avez définis avec le laboratoire que vous menez, notamment sur l'intelligence artificielle, la question de la démultiplication des applications, la question de l'accès aux mineurs et de l'effacement des données, comment vous voyez l'évolution des moyens de la CNIL? Parce que je trouve que vous faites énormément avec des moyens limités, même si ils ont été renforcés, heureusement, ces dernières années face aux nouvelles missions que vous devez porter. Mais comment voyez-vous les choses, comparées notamment à d'autres institutions comparables dans d'autres pays européens, où bien souvent il y a beaucoup plus de moyens, et humains, et techniques ou matériels, pour faire face aux enjeux. Voilà, c'est un peu cette prospective sur les moyens accompagnant la vision que vous avez par rapport aux missions et aux évolutions que vous portez. Monsieur Jordan Guiton.
Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Présidente. Donc vous êtes présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés depuis 2019. Les missions de la CNIL sont essentielles afin de protéger les données personnelles des Français. Et d'année en année, on le voit, à chaque débat sur chaque texte à l'Assemblée, ce sujet est devenu majeur et un enjeu de souveraineté pour notre pays. Tout d'abord, vous en avez parlé dans vos propos introductifs, les Jeux olympiques et paralympiques qui se dérouleront cette année seront en proie à de nombreuses cyberattaques. Je rappelle que lors des JO de Londres, il y a eu plus de 200 millions de cyberattaques qui ont lieu, notamment lors de la cérémonie d'ouverture, et à Tokyo, en 2021, il y en a eu 450 millions. Le niveau de menace va être multiplié par 10, estime le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Donc, Madame la Présidente, pouvez-vous nous donner votre avis concret sur la préparation de ces Jeux Olympiques, peut-être en développant, et la défense de notre pays face à ces futures menaces? Ensuite, nous avons voté pour ce texte, sur le texte des Jeux Olympiques qui est passé à l'Assemblée, les fameuses caméras algorithmiques que vous avez aussi citées dans vos propos introductifs. Pouvez-vous nous dire dans quelle mesure et par quelle action concrète contrôlerez-vous les prestataires de ces services qui pourront avoir accès notamment à certaines données? Et que pensez-vous dans le temps de cette expérimentation des caméras qui ira jusqu'au 31 mars 2025, soit 6 mois après les Jeux Olympiques? Enfin, Madame la Présidente, une dernière question qui concerne l'intelligence artificielle à des fins politiques. Nous l'avons vu, plusieurs personnalités ont évidemment fait, comme chaque année, leurs vœux sur Internet, et le porte-parole de Renaissance a utilisé l'intelligence artificielle pour détourner la vidéo de vœux de Marine Le Pen. Donc, quelles seront les actions concrètes de la CNIL afin d'enjoindre les plateformes numériques à supprimer rapidement ces falsifications et ainsi protéger la démocratie de détournement des données? Il me semble que la lutte contre les fake news était un objectif de ce gouvernement qui malheureusement l'utilise parfois à des fins politiques. Monsieur Hervé Soulignac. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je voulais vous interroger sur ce qui a fait débat, je crois c'était au mois de décembre dernier, s'agissant de l'algorithme utilisé par les caisses d'allocation familiale et les pratiques qui en ont été faites pour orienter la politique et le contrôle de ces allocataires. Les critères qui sont utilisés dans ces algorithmes tels que les revenus, le chômage, les allocations perçues par ailleurs au titre du RSA, la situation géographique, le handicap, le statut de mère célibataire, semblent tout à fait discriminatoires et cibleraient de manière disproportionnée donc les populations les plus vulnérables. Les conséquences de cet algorithme sont assez alarmantes puisqu'elles généreraient un score de suspicion qui pourrait, dans certains cas, priver les allocataires de leurs droits. La presse a également fait état de discrimination de genre opérée par des algorithmes s'agissant notamment de Parcoursup. Et par conséquent, ces pratiques soulèvent bien entendu des questions absolument fondamentales sur l'éthique, sur l'équité de l'utilisation des algorithmes dans le secteur public. Alors je voudrais savoir, en tant qu'actuel et futur probablement présidente de la CNIL, savoir si vous avez agi en la matière. Quelles actions avez-vous entrepris ou quelles actions envisagez-vous d'entreprendre pour garantir que l'utilisation des algorithmes dans le secteur public respecte bien les principes éthiques fondamentaux de notre société? Je vous remercie. Madame Sandra Rugol. Merci Monsieur le Président. Toutes mes excuses, ce matin je suis un DDAT et pas ici, même si je tenais à suivre quand même cette audition. Vous avez abordé, Madame la Présidente, certains aspects sur lesquels, tout à l'heure dans votre introduction, sur lesquels j'aimerais avoir un petit peu plus de précision. Vous le savez, plusieurs collègues l'ont dit, la question de l'évolution des définitions de ce qui est du domaine de l'acceptable sur les données sensibles particulièrement est une question qui agite beaucoup cette commission. On a parlé de l'intelligence dite de l'intelligence artificielle, de la vidéosurveillance algorithmique, des divers systèmes mis en place sur lesquels la CNIL a été sollicitée. Vous savez que depuis quelque temps, les tribunaux administratifs sont largement sollicités sur les logiciels utilisés, la façon dont ils sont utilisés et la qualification des données qu'ils ont à répertorier. Je pense notamment au jugement du tribunal administratif de Caen, qui a été partiellement censuré par le Conseil d'État, mais qui instaure un début de doctrine. Et pourtant,
Pourtant, le législateur continue à être fasciné par l'innovation, ce qui est très bien. L'innovation, ça permet d'avancer. Mais l'innovation, elle est innovante dans la mesure où on prend conscience des conséquences qu'il y a. Or, en matière de données sensibles, données à caractère biométrique ou données biométriques, données à caractère personnel ou données personnelles, eh bien, il y a là toute une législation dans laquelle la CNIL est souvent à peine sollicitée, consultée, des avis qui ne sont pas toujours suivis, en tout cas par l'État, et dans lesquels les plus hautes juridictions sont sans cesse amenées à trancher. Vous voyez bien qu'il y a un petit souci dedans et que nous, en tant que législateurs, avons besoin d'être éclairés par des spécialistes. J'ai entendu que vous renforciez la commission dédiée à l'IA, que vous renforciez toutes ces questions-là. Donc j'aimerais savoir quel est votre plan pour la suite du mandat sur ces questions qui ne cesseront de s'accentuer. Merci. Monsieur Stéphane Rambaud. Merci, Monsieur le Président. Madame, l'intelligence artificielle générative, l'IAG, est devenue depuis quelques mois, vous le savez, un sujet à la mode, largement vulgarisé par le robot conversationnel de la société américaine OpenAI, ChatGPT. Objet de curiosité, ce chatbot permet de créer très rapidement des contenus originaux, visuels, sonores ou écrits, par le biais d'une interface simple, accessible à tous. La puissance créatrice de cet outil numérique fascine le plus grand nombre, ce qui explique largement son succès auprès du grand public. Mais l'IAG soulève aussi beaucoup de questions, en particulier sur la protection des données personnelles et l'utilisation des contenus générés, et suscite donc de l'inquiétude en matière de droit d'auteur ou de manipulation de l'information. De ce fait, l'Union européenne a réussi à finaliser dernièrement un accord sur l'encadrement de l'intelligence artificielle et plus particulièrement sur la régulation des IA génératives et l'intégration d'exceptions à l'usage de l'IA dans le domaine de la sécurité. En parallèle de la création d'une réglementation européenne, la France peut et surtout doit pouvoir contribuer aussi par son droit interne au développement d'une IAG respectueuse des données personnelles, de la protection des citoyens et des libertés fondamentales. Les mécanismes de régulation et de surveillance à mettre en place, qu'ils soient européens ou nationaux, nécessiteront la saisine d'une autorité indépendante. Je pense que la CNIL est toute désignée pour remplir ce rôle, puisqu'elle en a déjà l'expertise et l'expérience en matière de protection des données personnelles. Bien que mon avis sera favorable à votre reconduction, j'ai une question simple. La CNIL entend-elle assurer cette fonction de protection des données personnelles liée au développement des technologies d'intelligence artificielle et aussi être le gendarme de l'IA générative? Monsieur Didier Paris. Merci, j'ai la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Bien sûr, ça vient d'être largement évoqué, des questions d'intelligence artificielle, mais on a aussi, à l'approche des Jeux Olympiques, la situation va être encore renforcée, problématique de gestion des fichiers de police et des fichiers de renseignement. Pour avoir mené une mission d'étude sur cette question il y a quelques années déjà, j'avais pu voir à quel point nous avions de nombreux fichiers et que les contrôles d'un certain nombre d'entre eux étaient, on va dire, relatifs. Difficile. En tout cas, l'exercice des droits sur les fichiers par les citoyens, encore une fois, de renseignement ou de police, mérite d'être encore amélioré et d'être certain. La CNIL joue un rôle important puisqu'on peut s'adresser soit à l'administrateur du fichier, soit à la CNIL en fonction de la nature elle-même des fichiers. Est-ce que vous pourriez, Madame la Présidente, nous dire comment ce contrôle actuel s'exerce, comment il a pu évoluer au fil des années? Est-ce que vous êtes fréquemment saisi? Je pense en particulier au TAJ, au traitement des antécédents judiciaires, où de très nombreuses personnes y figurent, y compris parce qu'elles ont été entendues en tant que témoins ou dans des conditions qui ne mettaient pas en cause leur propre responsabilité. Et le nettoyage, permettez-moi l'expression du TAJ, est parfois relatif. Est-ce que vous pouvez nous refaire un point de situation sur ces questions qui sont des questions de sécurité publique, y compris à l'approche des Jeux Olympiques, où elles seront sans doute encore plus importantes qu'antérieurement. Merci, Madame. Il reste deux intervenants et ensuite vous répondrez, Madame la Présidente. Madame Marie-France Leroux.
Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, le 29 novembre dernier, le préfet de police de Paris annonçait les dispositifs qu'il souhaitait mettre en place dans le cadre des Jeux Olympiques à Paris et en Île-de-France. À cette occasion, il a souligné que la liberté de circulation serait conditionnée à la validation d'un QR code dans certaines zones. La généralisation du QR code est effectivement particulièrement attentatoire à la liberté de circulation garantie aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je m'inquiète de la pérennité d'une mesure initialement mise en place à l'occasion de la crise sanitaire. Une mesure dont la CNIL avait d'ailleurs indiqué dans son avis du 12 mai 2021 la nécessité de s'assurer du caractère temporaire. Dans ce rapport, la CNIL avait souligné que le dispositif devrait intégrer un certain nombre de garanties afin de limiter autant que possible la divulgation et la conservation d'informations privées. Or, les QR codes ne sont pas exempts de failles en matière de cybersécurité. Ils pourraient faire l'objet d'hameçonnage et mettre en danger les données personnelles des riverains. Les personnes scannant ces dispositifs pourraient aussi faire l'objet de logiciels malveillants, des QR codes entraînant vers une mauvaise destination, entraînant la fragilisation du dispositif. Madame la Présidente, la CNIL entend-elle cautionner la pérennité d'un dispositif qu'elle ne souhaitait pas voir prolongé à l'occasion de la crise sanitaire? Quelle garantie de sécurité la CNIL entend donner aux Français pour protéger leurs données à l'occasion des Jeux Olympiques? Je vous remercie. Merci. Et enfin, Monsieur Philippe Gosselin. Merci, Monsieur le Président. Quelques mots, Madame la Présidente. Mais on voit bien que le suspense n'est pas trop intense sur les votes qui pourraient être faits tout à l'heure. Oui, il y a eu beaucoup de choses de dites sur l'IA, sur les JO, sur la cybersécurité, et je ne vais pas reformuler les questions, mais elles vont dans le même sens. En revanche, il y en avait deux, et une qui rejoint ce qui a été dit par Rémi Ribrod tout à l'heure et quelques autres, et par Didier Paris. Quel regard vous portez sur les fichiers, la gestion des fichiers? Bon, ce sont des sujets qui régulièrement reviennent ici, qui régulièrement reviennent évidemment à la CNIL aussi. Et quelles sont pour vous les perspectives idéales financières, c'est-à-dire les capacités financières de la CNIL, et en termes de recrutement? Ça a été dit aussi tout à l'heure, la CNIL fait finalement beaucoup avec des moyens plutôt mesurés, et on peut s'en réjouir, mais face à de nouvelles menaces, de nouvelles fonctions, est-ce que vous estimez ces besoins suffisants? Et sinon, quelle serait la hauteur souhaitable? Bien, je pense qu'aucune question n'a échappé à la sagacité des législateurs, et donc, Madame la Présidente, vous pouvez désormais y répondre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous me laissez combien de temps? C'est juste pour savoir, pour adapter mon... Vous n'avez pas de temps imparti. Alors, sauf si vous faites une demi-heure, auquel cas je serai obligé de vous demander de conclure. Mais c'est déjà une indication. Vous avez la liberté de temps. Très bien, merci beaucoup. Et je suis en tout cas très sensible au fait que autant de députés et membres de la Commission aient posé des questions très variées, ce qui traduit l'intérêt que vous portez au sujet sur lesquels travaille la CNIL, et je vous en remercie. Alors, il y a eu d'abord quelques questions sur les drones, notamment de Madame Ménard, mais aussi une autre question sur le sujet. Donc sur les drones, la CNIL a attiré... D'abord, la CNIL a eu un rôle très actif sur les drones, et notamment sur le fait qu'elle a vu voler des drones pendant le confinement. Elle s'est interrogée sur la base légale qui permettait de faire voler ces drones qui pour détecter des personnes qui s'affranchissaient des règles de confinement. Encore une fois, il y a un équilibre à trouvé bien naturel entre la sécurité publique et la protection de la vie privée, mais encore faut-il, et dans cette salle je crois que je peux le dire en étant comprise, qu'il y ait un cadre légal et des garanties qui soient apportées. Donc, après d'ailleurs une décision du Conseil d'État qui a interdit l'usage des drones pour cette raison-là, d'absence de base légale sur une manifestation particulière, j'ai saisi la formation restreinte de la CNIL, c'est-à-dire la commission des sanctions de la CNIL, qui a elle-même, quelques mois plus tard, prononcé une injonction générale interdisant aux forces de l'ordre d'utiliser des drones tant qu'il
tant qu'un cadre légal ne soit pas établi. Et vous êtes bien placé pour savoir qu'après, il y a eu une loi, une décision du Conseil constitutionnel, etc. Et maintenant, il y a des garanties qui ont été apportées par le législateur. Il faut un arrêté préfectoral qui est lui-même susceptible de recours devant le juge administratif. Il y a un quota sur l'usage des drones par département. Il faut informer autant que possible avec cette technologie sur laquelle il est difficile d'informer, en tout cas, de l'utilisation des drones. Comme ça a été dit par l'un d'entre vous qui a listé les finalités, ce sont que pour des finalités qui sont déterminées. Et j'en profite pour dire que ce n'est pas à la CNIL de préciser s'il faut que ce soit les pompiers ou les policiers municipaux qui peuvent utiliser des drones. C'est vraiment le rôle du législateur que de le faire. Et en revanche, la CNIL, elle s'assure que les personnes qui ont accès à ces images sont limitées, que toutes les garanties qui ont été prévues par la loi ont été ou sont respectées. Parce que les drones, c'est une nature de surveillance qui est potentiellement très intrusive. Je nie pas du tout son intérêt en termes de sécurité potentielle, mais très intrusive parce qu'elle peut être imperceptible alors qu'il s'agit, puisque c'est dans l'espace public, d'un lieu d'exercice des libertés publiques, de manifestation syndicale, de culte, etc. Et par exemple, la CNIL vérifie très concrètement que les intérieurs des immeubles ne soient pas filmés, enfin toutes ces garanties. Donc en tout cas, la CNIL a vraiment agi, je crois, pour encadrer cette technologie de surveillance. En ce qui concerne, Monsieur le Président, vous m'avez interrogé sur le contrôle des écrans suite à l'annonce du Président de la République hier. La CNIL, en tout cas, je pense que c'est une question qui est aussi du ressort de l'ARCOM, très largement. En ce qui concerne la CNIL, je pense que sur cette problématique, nous faisons deux choses. D'abord, nous faisons quand même beaucoup de pédagogie en matière d'éducation au numérique. Et pour moi, l'éducation au numérique, ça concerne à la fois les parents et les enfants, en quelque sorte, mais je ne le dis pas du tout d'une façon arrogante ou prétentieuse. Je crois qu'on a tous à apprendre en la matière. Et on a beaucoup d'actions. On fédère un collectif qui s'appelle EducNum, Éducation au numérique, sur ces sujets, avec beaucoup de parties prenantes. On a un partenariat avec l'Éducation nationale. On fait beaucoup de ressources. Là, on a fait des ressources pour les 8-10 ans, par exemple, qui sont extrêmement concrètes, des vidéos, des jeux de cartes, qui peuvent attirer l'attention sur à la fois le fait que le numérique, c'est une opportunité, mais il y a aussi des risques. Donc, c'est toutes ces actions d'éducation au numérique que l'on va prolonger. Là, on va faire un manga pour les collégiens, par exemple. Mais surtout, je crois qu'en l'espèce, avec des effets probablement plus puissants, moi, j'attends beaucoup personnellement du contrôle parental. La CNIL a rendu un avis récemment sur un décret sur le contrôle parental qui doit exister dorénavant sur tous les supports numériques, enfin tous les instruments numériques, les téléphones, les ordinateurs, les tablettes, les consoles de jeux, pour souligner dans son avis que nous pouvions, en tout cas de notre point de vue, aller plus loin que ce qui était prévu dans le décret en termes de contrôle parental. Il faut peut-être avoir du contrôle parental vraiment activé par défaut. Enfin, je sais que ce décret, d'ailleurs, est soumis à un contentieux actuellement. Et nous nous sommes rapprochés, nous continuerons à nous rapprocher de la NFR d'ailleurs, qui a de l'Agence nationale des fréquences, qui a la charge de mettre en œuvre concrètement, en tout cas, les spécificités techniques de ce contrôle parental. Madame Laure Miller a attiré mon attention sur la publicité ciblée et le blocage des sites internet dans la loi SREN, qui n'est pas encore en vigueur, mais pour laquelle je crois qu'une commission mixte paritaire est prévue le mois prochain. En termes de publicité, c'est une des compétences que nous partageons avec l'ARCOM, notamment la CNIL, depuis au moins une dizaine
dizaine d'années est très active sur ce sujet, que ce soit en matière de prospection commerciale, que ce soit dans notre régulation des cookies, par exemple, dont j'ai parlé, des traceurs, que ce soit sur le travail qu'elle mène sur ce qu'on appelle les data brokers, c'est-à-dire les courtiers en données. C'est vrai que finalement, l'intérêt du contrôle de la CNIL, au-delà de fixer des bonnes pratiques pour les professionnels de ce secteur, et la CNIL a eu la main, en tout cas n'a pas hésité à mettre des sanctions tout à fait significatives en ce qui concerne le profilage publicitaire, et finalement les applications mobiles, c'est aussi la même problématique. Donc, nous continuerons sur cette lancée. En ce qui concerne le filtre anti-arnaque dans la loi SREN, donc il s'agit de bloquer des sites qui, notamment pour des raisons cyber, constitueraient, comme son nom l'indique, porteraient des intentions malveillantes à l'égard de leurs utilisateurs. Et le projet de loi prévoit en tout cas qu'il y ait un membre de la CNIL, probablement un membre de son collège, une personnalité qualifiée, qui puisse être le recours, qu'on puisse lui adresser des recours de la part des sites, et il y en a de nombreux qui sont potentiellement concernés, pour concilier la liberté d'expression et la protection de la vie privée. Il faut juste bien veiller. Donc nous, on est tout à fait heureux, la CNIL est tout à fait heureuse d'endosser ce rôle. Il faut quand même veiller au nombre de saisines qu'il pourrait y avoir. La CNIL considère que ça serait une très bonne pratique, en tout cas, qu'il y ait d'abord un avertissement avant le blocage du site, ne serait-ce que pour le respect de la liberté d'expression, qui avertit l'utilisateur du site qu'il est potentiellement sur un site malveillant. C'était notre préconisation. Et puis, s'il y a un blocage du site, nous traiterons ces recours en espérant, et ça rejoint une question de M. Rebeyrotte sur les moyens sur lesquels je reviendrai, mais que je peux traiter aussi maintenant, que les moyens de la CNIL, que nous évaluons en tout cas cette mission éventuellement à 5 ou 10 emplois à temps plein supplémentaires. Et j'en profite pour répondre à M. Rebeyrotte sur les moyens. C'est vrai que les pouvoirs publics ont accompagné depuis quelques années la croissance et le renforcement des missions de la CNIL, et ça a été extrêmement utile, puisque quand je suis arrivée à la CNIL, il y avait 215 agents, et aujourd'hui, il y en a 288, par exemple. Mais M. Rebeyrotte faisait référence à des homologues. Les Anglais, par exemple, ont plus de 1000 agents pour des prérogatives qui sont sensiblement les mêmes. Les Allemands, même si c'est un système fédéral et que donc les comparaisons peuvent être faussées, également. Et on voit bien que la tendance de la numérisation de la société va vers un accroissement, en tout cas, des missions qui sont confiées à la CNIL. Ça se traduit par l'augmentation des plaintes, par des sollicitations qu'on reçoit des professionnels. Et j'en profite pour répondre à une partie de la question de Philippe Gosselin, qui connaît très bien la CNIL, pour dire que effectivement, nous avons, tout en ayant le sentiment d'être bien accompagnés et bien compris, nous avons besoin de moyens supplémentaires, ne serait-ce que pour pouvoir recruter dans un secteur de plus en plus concurrentiel sur la protection de la vie privée, des ingénieurs, des informaticiens, des juristes de qualité, et aussi le moyen financier simplement pour pouvoir mener à bien nos missions, renforcer nos systèmes d'information, par exemple, et faire de la pédagogie, puisque comme l'a dit de façon tout à fait intéressante l'une d'entre vous, et ce qu'il y a, c'était Madame Untermaier, la question de la sensibilisation des citoyens. Alors je partage et je ne partage pas votre point de vue en quelque sorte. J'ai bien conscience que quelqu'un qui se retrouve devant un portable ou un ordinateur favorise l'utilité immédiate de la démarche qu'il entreprend sans nécessairement se soucier de ses données. Bon, tout ce qu'on a essayé de faire, quand même, toutes nos actions visent à plus de transparence, redonner du contrôle aux individus sur leurs données. Par exemple, notre
notre régulation sur les cookies, avant qu'on l'entreprenne, je ne dis pas que c'est que l'action de la CNIL qui explique ce résultat, mais avant qu'on l'entreprenne, il y avait moins d'un Français sur deux qui savait ce qu'était un traceur publicitaire. Donc il y avait conscience qu'il était tracé en allant sur Internet. Après notre régulation, au bout de 2-3 ans, il y a 95% des Français qui sont conscients de ça. Alors après, ils prennent le temps de cliquer sur le petit continuer sans accepter en haut à droite qui n'existait pas avant ou pas. Mais voilà des actions concrètes quand même qui concernent le quotidien numérique des Français. Quand on a un doublement des plaintes par rapport à il y a 5 ans, ça prouve quand même qu'il y a aussi une sensibilisation. Mais je pense fondamentalement que les personnes, c'est quand il leur arrive quelque chose par rapport à leurs données, qu'elles prennent conscience des enjeux. Et ça peut être des attaques cyber, malheureusement, il y en aura de plus en plus. C'est tout le rôle de la CNIL, en tout cas, de faire de la pédagogie sur ces sujets. Monsieur le rapporteur m'a posé 2 questions sur le rôle de l'accompagnement de la CNIL. Comment mieux faire encore ? Je pense que il faut absolument, ce que nous faisons déjà, mais renforcer encore cela, nous adosser à des têtes de réseau, à des fédérations professionnelles, aux partenariats que nous avons noués, par exemple, avec l'Association des maires de France, l'Association des départements de France, l'Association des régions de France, compte tenu de l'enjeu de la protection des données dans les collectivités territoriales. J'ai signé au Salon des maires un partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie qui ont une action et qui peuvent, elles, quadriller le terrain, ce que la CNIL ne peut pas faire, parce que la CNIL n'a pas justement de services déconcentrés. Même si nous nous projetons maintenant beaucoup plus en région, nous avons fait 5 grands événements en région l'année dernière, ce qui a été une façon, je pense, de diffuser également les bonnes pratiques et pour la CNIL de s'enrichir, de mieux appréhender les difficultés que rencontrent les responsables de traitement de données. Donc ça, nous allons également prolonger cette action. Alors sur les saisines de la CNIL, qui était une des questions du questionnaire, si j'ose dire, c'est vrai que la CNIL est heureuse d'être beaucoup saisie sur des projets de loi et des projets de décret, et nous rendons plus d'une centaine d'avis par an. C'est quand même beaucoup, le collège de la CNIL, sur des projets de loi et de décrets. Comme le RGPD, c'est un principe de responsabilisation, on peut se dire que parfois certains décrets ne mériteraient pas nécessairement qu'il y ait 18 personnes, membres du collège de la CNIL, autour de la table pour les étudier. D'autres sont tout à fait importants, sachant que le principe de responsabilisation, ça veut dire que la CNIL peut aller contrôler. Vous avez eu beaucoup de questions qui ont été posées sur les fichiers notamment, et la CNIL le fait abondamment. En revanche, c'est vrai que parfois on est étonné parce que la loi ou le projet de loi ne comporte pas les caractéristiques essentielles du traitement, de ne pas pouvoir donner d'avis, par exemple, sur un texte qui concernait le ministère de la Justice et qui prévoyait l'activation des téléphones portables à l'insu des personnes, y compris pour les conversations, enfin quelque chose d'extrêmement intrusif. Donc il faut effectivement qu'on travaille pour voir si, à l'occasion d'une modification de texte ou pas, il y a quelque chose à améliorer sur ce sujet. Merci en tout cas d'avoir posé cette question. Alors Monsieur Gillet a posé une question très concrète sur l'API. En disant que la CNIL avait épinglé des communes, les LAPI, je me permets de vous le rappeler, vous le savez parfaitement, ce sont les dispositifs algorithmiques qui permettent la lecture automatisée de plaques d'immatriculation, d'où l'API, que les communes mettent en œuvre pour s'assurer du paiement du stationnement. Alors, quand vous dites, Monsieur Gillet, qu'on a épinglé, on aurait pu beaucoup plus épingler, parce que je me suis contentée à ce stade de mettre une mise en demeure. Une mise en demeure, ça n'est pas une sanction, on écrit, et d'ailleurs, sur des mises en demeure qui n'ont même pas été publiques, j'ai écrit effectivement à 38 communes pour leur dire qu'elles pouvaient tout à fait utiliser leur système pour contrôler le paiement du stationnement, mais qu'elle ne pouvait pas l'utiliser pour vérifier, pour constater des infractions, sachant qu'effectivement, beaucoup d'entre elles... Non, mais je me permets juste de terminer. Pardon ?
D'accord, parce que si je peux me permettre, effectivement, le droit est assez simple, même si c'est un sujet complexe. C'est-à-dire, oui, les communes peuvent utiliser des traitements algorithmiques pour contrôler que les détenteurs de voitures ont bien payé leur stationnement, mais elles ne peuvent pas elles-mêmes regarder en fait les images qui ont été enregistrées pour des infractions. Et là, s'il y a des conventions avec la police ou la gendarmerie, il faut que ce soit la police et la gendarmerie qui fassent ces contrôles. C'est avec le ministère de l'Intérieur qu'on a constaté, qu'on a contacté. Les mises en demeure que j'ai adressées, vous savez, les 38 communes, je ne les ai pas trouvées toutes seules. C'est parce qu'on a fait, on a regardé avec le ministère de l'Intérieur, concrètement, qui est d'accord avec l'analyse de la CNIL, ce que les communes ont le droit de faire et n'ont pas le droit de faire. Et ces mises en demeure ont veillé tout simplement à rappeler ce cadre. Et par ailleurs, naturellement, on accompagne autant que possible les collectivités locales. On a un service des délégués à l'accompagnement. On a dans notre cours en ligne un module spécifique pour les collectivités locales. Il y a ces partenariats qu'on a noués avec les 3 grandes associations et une association qui s'appelle Déclic qui regroupe beaucoup de communes, notamment sur l'aspect informatique. On est à la disposition des communes. Nous, vous l'avez bien compris, dans nos mesures correctrices, si on a 16 000 plaintes et 300 contrôles et 40 sanctions et 150 mises en demeure par an, c'est que l'essentiel des plaintes ou des enjeux de protection des données, on les traite en conciliation, en quelque sorte. Donc on accompagnera en tout cas les collectivités locales sur ce sujet et je ne doute pas que le cadre juridique sera clarifié. Alors, M. Coulombe m'a interrogé sur la régulation des banques. Alors, comme si les banques ne faisaient pas l'objet d'une régulation de la CNIL, au même titre qu'un autre secteur d'activité. Les banques font tellement l'objet de la régulation de la CNIL qu'elles sont même accompagnées de façon spécifique, ce qui est assez rare par la CNIL, en ayant créé un club conformité banque. Il n'en existe que 3. Il y a un club conformité banque, un club conformité pour les assurances et un club conformité que je viens de lancer il y a quelques mois pour la voiture autonome, parce que naturellement, ce sont des enjeux en matière de protection de vie privée qui sont considérables. Donc nous asseyons autour de la table très régulièrement à peu près l'ensemble du secteur bancaire, de ses représentants, y compris de ses autorités, de la Banque de France, l'autorité de régulation des banques, qui est plus la PCR d'ailleurs, comme vous le savez, que la CNIL, pour veiller au respect d'enjeux de protection des données dans un secteur très régulé qui, par définition, brasse beaucoup de données personnelles, puisque les banques doivent lutter contre le blanchiment, s'intéresser au surendettement. Donc il faut concilier les différentes obligations réglementaires qui posent sur les banques avec la protection de la vie privée. Et naturellement, tous les enjeux tous les principes de la protection des données, droit d'accès, droit d'information, etc., sont des sujets qui sont non seulement qui font l'objet d'un accompagnement, mais qui font l'objet d'un contrôle. Depuis 5 ans, il y a eu à peu près 60 contrôles qui ont été faits sur des banques, 26 mesures correctrices qui ont été prononcées, et dont 15 banques en ligne avec des problématiques particulières qui ont été contrôlées. Et je n'évoque même pas les différents fichiers que nous contrôlons, notamment le FICP, le fichier sur les incidents de paiement. Je ne parle même pas de l'exercice des droits indirects, puisque nous recevons plus de 20 000 saisines par an pour des personnes qui veulent savoir si, à juste titre ou pas, elles sont inscrites dans un fichier, et 95% de ces saisines, ou si un compte bancaire a été ouvert sans qu'elles le sachent, et 95% de ces saisines concernent FICOBA, le fichier sur les comptes bancaires. Alors, Madame Untermeyer m'avait posé une autre question, excusez-moi, sur le dopage sportif. Alors, la CNIL s'y est intéressée dans le cadre de l'examen que le collège a fait sur la loi sur les Jeux olympiques, puisque, effectivement, pour la première fois, étaient prévus des tests génétiques qui sont donc, comme vous l'avez rappelé, Madame la députée,
potentiellement et effectivement sur des données extrêmement sensibles. La CNIL ne s'est pas prononcée ou n'a pas eu à se prononcer sur le principe même de ce test, dont, si j'ai bien compris, qui relève plutôt d'une obligation liée à l'autorité de dopage mondiale, en quelque sorte. Mais la CNIL s'est intéressée au traitement de données qui peut en résulter, tout en insistant beaucoup, et ça a été, je crois, repris par le texte, sur la nécessité d'informer le sportif ou l'athlète, en tout cas, qui va se soumettre à ces tests, sachant que ces tests, c'est en dernier recours, à la limite. S'il y a d'autres méthodes alternatives moins intrusives, elles sont naturellement utilisées. Donc la CNIL s'est intéressée à l'information des sportifs, même si c'est limité, parce que si le sportif ne s'y soumet pas, il ne participe pas à la compétition. Et elle s'est intéressée aussi au transfert des données, notamment, je crois, vers le Canada, parce que je crois que l'autorité mondiale antidopage est au Canada. Donc, en tout cas, c'est sur ces sujets-là que nous avons préconisé un certain nombre de garanties. Sur les faux avis Google, c'est en liaison avec, et je vais me dépêcher, Monsieur le Président, c'est en liaison avec la DGCCRF, avec laquelle nous avons noué un partenariat, et la DGFIP qui, aussi dans le cadre, plus avec une optique de contrôle fiscal, s'est intéressée aux faux avis sur Internet et à la collecte de ces faux avis sur Internet que nous interagissons. Alors, plusieurs questions ont porté sur l'intelligence artificielle. Monsieur Riemann sur l'intelligence artificielle et les biais. Monsieur Jordan Guitton sur l'IA à des fins politiques, peut-être. Alors, sur les biais... En tout cas, c'est une question tout à fait pertinente que d'avoir en tête que l'intelligence artificielle peut produire des biais. Ce sont des méthodes probabilistes, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des biais en fonction des données qui servent à l'entraînement, effectivement, des systèmes d'intelligence artificielle. Si ces données ne sont pas représentatives de la population, par exemple, il peut y avoir en résultat des politiques discriminatoires. Et c'est bien la raison pour laquelle la CNIL est très attentive au fait, dans tous les systèmes qu'elle regarde, qu'il n'y ait pas de décision purement automatisée, d'ailleurs qu'il y ait une intervention humaine, que les données soient pertinentes. Et on peut, notamment, une des actions sur lesquelles nous travaillons et qui est dans les fiches que le collège doit adopter demain après consultation publique, on s'intéresse par exemple à la minimisation des données. Qui dit minimisation des données, le moins de données possible et des données pertinentes peut exclure un certain nombre de biais. Je vous prends un exemple. On a interagi avec un laboratoire pharmaceutique qui veut faire de l'intelligence artificielle pour prédire, ce qui est très bien, les variables explicatives du cancer de la prostate. On a constaté qu'il y avait des centaines de millions de dossiers de personnes qui n'ont pas de cancer de la prostate, mais ça peut se comprendre pour classifier ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Mais il y avait des femmes, par exemple, parmi ces dossiers, donc c'est peut-être pas indispensable. Voilà. Donc, en tout cas, un des rôles de la CNIL, c'est de veiller à ce que les systèmes d'intelligence artificielle puissent autant que possible préciser les finalités de leur traitement, c'est-à-dire les usages qu'ils vont mettre en place, nous dire c'est un système de vision par ordinateur pour détecter des voitures, des panneaux de signalisation et des piétons, mais pas nous dire on entraîne toutes les données puis on verra à quoi ça sert. Je vous ai donné cet exemple sur la minimisation des données. Il ne faut pas prendre toutes les données. Il y en a d'autres sur la conservation des données. On ne conserve pas les données nécessairement pour la même durée, selon qu'il s'agit d'entraîner les données ou qu'il s'agit de détecter des biais. Et dans le législateur nous a autorisé, et enfin nous a demandé même, on en était très heureux, d'accompagner par exemple pour les Jeux Olympiques les fournisseurs d'algorithmes. On a accompagné pendant plusieurs mois une dizaine d'entreprises, d'industriels qui vont, dont 3 ou 4 d'entre eux vont fournir les algorithmes qui vont permettre qui vont être imposés sur les caméras qui vont détecter des comportements suspects pour les JO. Et un des sujets naturellement qu'on a particulièrement
particulièrement regardé, c'est celui des biais. Et vous avez évoqué Parcoursup. Je me permets juste de rappeler que c'est suite à une mise en demeure de la CNIL il y a plusieurs années que APB a été, même s'il y avait d'autres raisons aussi, des tirages au sort, etc., enterré et a été remplacé par Parcoursup pour qu'il y ait plus de transparence et pas de décision entièrement automatisée. Alors, M. Molac m'a interrogé sur nos rapports avec les administrations. Et a évoqué notamment la sanction adressée par la commission des sanctions de la CNIL de la formation restreinte à l'encontre du ministre de la fonction publique sur un message qui avait consisté à utiliser un fichier de paiement des agents de la fonction publique pas pour les bons objectifs. Et c'est vrai que la CNIL a reçu 10% de ses plaintes sur ce sujet. J'ai saisi la commission des sanctions de la CNIL, j'aurais pu ne pas la saisir, je l'ai saisie. Et la formation restreinte de la CNIL a effectivement prononcé un rappel à l'ordre parce que la commission des sanctions de la CNIL ne peut pas sanctionner financièrement l'État. Mais cela dit, la sanction médiatique, elle est, me semble-t-il, tout à fait réelle également. Et par ailleurs, en ce qui concerne les sanctions dans le secteur public, j'ai évoqué les drones. La CNIL a prononcé des sanctions contre les radars tronçons, par exemple, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur. Dans la période Covid, il y a eu des mises en demeure, dont certaines publiques, sur le Covid. Bercy, récemment, à propos d'un fichier des douanes qui fonctionnait sans base légale, qui s'appelle Sirène, donc avec une connotation maritime et qui concernait des informations qui étaient demandées aux bateaux, etc. On a demandé, il y a eu une sanction également et un nouveau texte nous a été présenté. Ça, c'est une façon de répondre aussi aux différentes questions qui ont été posées sur les fichiers. C'est que les fichiers, non seulement on les contrôle en rendant des avis sur des projets de texte qui nous sont présentés, mais on peut, dans le cadre des très nombreux contrôles qu'on fait, notamment dans le secteur régalien, mais y compris dans le secteur des ministères économiques, etc., demander ou de fait appeler à des modifications de textes qui nous sont ensuite présentés. C'est le cas du fichier Sirène. Donc j'ai répondu à M. Réberotte et à Mme Ménard sur les drones. M. Guitton sur les JO et les cyberattaques. Alors, nous avons une coordination très forte avec, en tout cas des liens de travail étroits d'une façon générale avec l'ANSSI, mais c'est surtout l'ANSSI qui est responsable avec naturellement le CIO des sujets des cyberattaques pendant les JO. Nous nous contentons plus modestement, mais c'est quand même beaucoup également, de faire beaucoup de pédagogie en matière de cybersécurité à l'égard de l'ensemble des citoyens. Nous avons récemment publié une recommandation sur les mots de passe, par exemple, et je pense que certains d'entre nous ignoraient avant cette recommandation qu'il paraît qu'il ne faut pas les changer si fréquemment. Vous pouvez aller sur la CNIL, le site de la CNIL, qui est consulté près de 12 millions de fois par an, ce qui prouve que quand même les personnes sont sensibilisées sur nos sujets pour avoir un générateur de mots de passe robuste. Nous accompagnons beaucoup les établissements hospitaliers sur la cybersécurité, et chaque contrôle que nous faisons, nous contrôlons les aspects de sécurité, parce qu'il n'y a pas de protection des données sans de sécurité des données, et la moitié des sanctions que l'on prononce comportent des manquements relatifs à la cybersécurité. Et j'ai encore récemment envoyé des dizaines de mises en demeure à des administrations et à des grandes entreprises publiques sur des protocoles de sécurité, de cryptage, le HTTPS, relativement basique. Donc c'est des sujets, je ne réponds pas directement sur les JO, mais sur lesquels nous avons une activité très intense, indépendamment du fait que nous sommes beaucoup intégrés à l'écosystème cyber. Nous sommes membres de cybermalveillance.gouv.fr, par exemple.
L'IA à des fins politiques, c'est tout l'enjeu. Et effectivement, je crois que le jour où on pourra avoir la garantie d'avoir un marquage, en quelque sorte, qui permet d'indiquer que c'est l'IA qui a produit tel ou tel contenu, sera un grand pas en avant. Monsieur Solignac m'a interrogé sur ce que faisait la CNIL par rapport je ne sais pas si c'est des révélations, mais en tout cas aux informations médiatiques qui ont circulé sur des traitements de la CNAF qui seraient discriminatoires et qui viseraient, du fait de l'utilisation d'algorithmes, des personnes qui seraient les plus pauvres, etc. Alors, je vous donne une information. Nous contrôlons la CNAF actuellement et plusieurs caisses d'allocation familiale. D'ailleurs, par rapport à ce qui est apparu dans la presse, ce ne sont pas les algorithmes de la même époque nous contrôlons des algorithmes beaucoup plus récents visiblement et j'espère qu'ils sont moins en tout cas qui ne poseraient pas les mêmes problèmes que ceux qui ont pu être relayés. Donc comme ce contrôle est en cours, je ne peux pas en dire plus, mais il faut arriver à concilier en tout cas sur l'aspect des discriminations, nous nous sommes rapprochés aussi de la défenseur des droits parce que nous allons prolonger cette action avec elle sur l'aspect discrimination, parce que nous nous sommes plutôt concentrés sur vraiment l'aspect protection des données, information des personnes, sécurité des données, durée de conservation des données, etc. Mais d'une façon générale, la lutte contre la fraude fiscale, douanière, sociale et la protection des données doit être conciliée. Ça fait l'objet d'une thématique prioritaire de contrôle en 2023. Nous avons contrôlé non seulement la CNAF et des CAF, mais aussi la CNAM, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, par exemple, et l'utilisation naturellement d'algorithmes est quelque chose que nous regardons plus particulièrement. Puisque nous parlions d'algorithmes, les caméras algorithmiques, la question de Madame Sandra Regol par rapport à l'utilisation de vidéos algorithmiques par les collectivités locales. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs jugements de tribunaux administratifs récemment. Je constate que la plupart, quand même, ceux de Nice, de Lille, de Roubaix, par exemple, je crois, n'ont pas constaté d'utilisation de reconnaissance faciale, en tout cas, dans ces jugements et comme vous l'avez soulevé, le Conseil d'État oui. Madame Regol, c'est moi qui fais la police de la séance. Merci. C'est moi qui fais la police. Madame... Voilà, donc en tout cas, le droit en vigueur, c'est qu'il n'y a pas de possibilité pour les collectivités locales d'utiliser des caméras avec des algorithmes en temps réel. Avec des exceptions, on a parlé des LAPI, par exemple. On pourrait parler de l'utilisation des algorithmes pour des fins statistiques. Certaines des communes qui ont été l'objet de, qui ont fait l'objet de, dont les traitements ont fait l'objet de recours devant le juge administratif, utilisaient aussi ces traitements à des fins statistiques, ce qui n'est pas interdit, pour réguler les flux de circulation, faire de l'optimisation énergétique ou autre, ou de l'algorithmie pour les contrôles des zones de faible émission ou de voies réservées, par exemple, pour les véhicules, avec un certain nombre de garanties, d'ailleurs, sur lesquelles la CNIL s'est prononcée. Et sur les travaux à venir, je pense que la CNIL va s'intéresser dans les mois qui viennent avec son collège, notamment à la question des algorithmes apposés à des caméras et l'utilisation en temps différé. Est-ce qu'on peut utiliser ou pas des algorithmes pour retrouver des caractéristiques de telle ou telle personne ou tel comportement. La CNIL veut-elle être le gendarme de l'IA, Monsieur Rambaud?
En tout cas, la CNIL se préoccupe de traitement d'IA depuis de nombreuses années maintenant. Et je constate que tant un rapport du Conseil d'État de 2022 qu'un avis de l'ensemble des CNIL européennes à la même époque et d'autres travaux ont pointé le fait que la CNIL aurait en tout cas une légitimité compte tenu de l'adhérence naturelle qu'il y a entre les données personnelles et l'intelligence artificielle, à avoir un rôle à jouer. De toute façon, le règlement sur l'intelligence artificielle, il vient en complément du RGPD. Il ne se substitue pas au RGPD et en tout état de cause, la CNIL aura un rôle majeur à jouer sur la régulation des systèmes d'IA. Et il y a, ça c'est une décision qui relèvera des pouvoirs publics, mais il y a en tout cas pour une institution qui a l'habitude en plus de faire beaucoup de transversalité et qui est habituée à interagir avec beaucoup de régulateurs et avec beaucoup d'écosystèmes différents, et avec les compétences qui sont les nôtres, je pense une possibilité, en tout cas, qui devrait être regardée de près par les pouvoirs publics. Parce qu'il y a à la fois le rôle de coordination nationale de l'IA, ce qui dans le RIA s'appelle le Single Point of Contact, mais il y a aussi des rôles de régulation sectorielle, de marché, vraiment de régulation de sécurité des produits, et on peut penser que les autorités de protection des données auront un rôle à jouer, notamment sur la surveillance des algorithmes utilisés notamment pour des fonctions régaliennes de surveillance, d'immigration ou pour la justice. Et il y a un exemple intéressant aux Pays-Bas où, par exemple, vient d'être créé au sein de la CNIL néerlandaise un département de surveillance et de coordination des algorithmes séparé du reste de la CNIL et qui pourrait être inspirant. Monsieur Paris sur le TAJ, nous le contrôlons, nous l'avons contrôlé, c'est le traitement des antécédents judiciaires qui, je vous cherchais monsieur le député, merci beaucoup, qui effectivement pose des problématiques de protection de vie privée importantes puisqu'il s'agit de brandir une photographie de quelqu'un et de vérifier dans un fichier, d'identifier une personne de cette façon-là. Donc nous le contrôlons très régulièrement de la même façon que nous avons contrôlé par exemple récemment le fichier ACRED qui permet de cribler, comme on dit aujourd'hui, les bénévoles par exemple et d'autres personnes qui vont avoir un rôle à jouer pendant les Jeux Olympiques pour s'assurer qu'elles n'aient pas un passé qui serait contre-indiqué par rapport au rôle qu'elles entendent jouer dans cette circonstance. Enfin, Madame Laureau, toujours sur les Jeux Olympiques, a attiré mon attention sur les QR codes. Alors les QR codes, pour beaucoup d'entre nous, évidemment, il peut y avoir une connotation un peu négative liée à la période sanitaire. Là, il s'agirait davantage de QR codes liés... comme un QR code que vous présentez pour aller à un spectacle, en quelque sorte, d'après ce que j'ai compris. J'ai rencontré le préfet de police au début du mois de décembre, juste après qu'il ait indiqué effectivement que l'alternative, c'était soit de fermer un certain nombre de quartiers entiers ou d'avoir des dérogations pour rentrer, mais en permettant aux personnes concernées de se connecter à une plateforme numérique qui délivrerait un QR code. Alors, outre le fait que la CNIL est toujours sensible aux questions d'inclusion et qu'il faut qu'il puisse y avoir aussi une alternative à l'utilisation numérique de ces systèmes, j'ai dit au préfet de police que naturellement, nous aurions des discussions avancées très prochainement, puisque je crois que ce système doit être mis en place en mars ou en avril, en tout cas la plateforme numérique, le contrôle des QR codes plus tard, j'imagine, avec le sous-traitant qui a été choisi. Nous serons également, le préfet de police me l'a assuré, sollicité pour rendre un avis sur le texte qui
permet en quelque sorte en tout cas qui actualisera un arrêté actuel qui date de 2011, qui avait été actualisé en 2019 au moment du G7 à Biarritz et qui prévoit des filtrages des contrôles de sécurité pour les résidents dans certaines zones. Et donc nous nous assurons à ces deux occasions, à la fois sur l'avis que nous rendrons sur le texte et très concrètement en interagissant avec le sous-traitant et la préfecture de police, que les principes de sécurité de ces données, de minimisation de ces données, quelles sont les sources de ces données, quelles sont ces données, comment sont-elles sécurisées, combien de temps sont-elles conservées, pourquoi, qui y a accès. Nous nous assurons que tous les principes que malheureusement nous connaissons bien maintenant en termes de QR code et qui protègent la vie privée soient assurés, et tout en cherchant à concilier encore une fois la sécurité des Français et la protection de leur vie privée. J'ai le sentiment, Monsieur le Président, mais peut-être me trompe-je, d'avoir essayé de répondre à l'intégralité des questions. Voilà, peut-être trop. Non. Vous n'êtes jamais trop complète pour la commission des lois. En revanche, vous l'avez été, je crois, suffisamment pour que le vote de nos collègues soit éclairé et que nous puissions délibérer. D'autant que, si je ne me trompe pas, et je l'ai annoncé en introduction, vous êtes attendu au Sénat pour une audition du même type. Exactement. Donc nous vous libérons, nous vous remercions pour la complétude de vos réponses, et puis nous espérons, en tout cas, moi je m'exprime dans ce sens, nous espérons pouvoir vous retrouver bientôt pour les travaux de la commission des lois. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous.